Alors, on va continuer notre route des vins du Médoc avec le Saint-Julien. Donc, on va déguster Connétable Talbot. Donc, on est sur le château, hein, château Talbot. Donc, ça, c'est Connétable Talbot. Donc, à Saint-Julien, on est sur un plateau graveleux, hein, le long de la Gironde. Et vous avez aussi une présence de croupe de graves garonnaises. Donc, souvenez-vous, hein, c'est toujours le même jeu. Maintenant, vous avez bien intégré l'idée, je pense. Croupe de graves, donc drainage, exposition. On est sur une pente douce avec des belles expositions qui favorisent la maturité de la baie. Donc on est sur un socle calcaire et pour Talbot, on est au cœur de l'appellation. Alors peut-être sur un des domaines, je vais dire un des meilleurs de Saint-Julien. En tout cas, moi c'est un que j'affectionne particulièrement, Talbot. Alors après, il y a aussi des grands noms à Saint-Julien, hein. Si vous allez sur le sud, vous avez les Branère du Cru, Lagrange, Saint-Pierre, Gruau-la-Rose, j'en oublie pas, ouais, sur le sud. Et ensuite, dans le nord, vous avez les Léoville. Donc ça reste aussi des noms prestigieux, on va dire. Et à l'est, Bechevel, par exemple. Donc voilà, ça reste une appellation où on va trouver de beaux domaines, de beaux châteaux et quelques jolis crus classés. Alors, pour Connétable Talbot, ici on est sur donc un second vin, le second vin de Château Talbot, qui est constitué à 74% de Cabernet Sauvignon, 20% de Merlot, et le reste, c'est du Cabernet Franc. Donc on va voir en dégustation ce que ça donne. Saint-Julien, donc on est sur le millésime 2011, hein. Alors, on va prendre les différentes étapes de la dégustation. Donc visuel, olfactif, gustatif. En termes de limpidité, donc pas de trouble, pas de dépôt, on est sur une robe limpide, sur une intensité qui est intense. Là aussi, c'est très foncé, hein, on distingue pas ses doigts en fait, hein. Après, ça dépend de la quantité de vin que vous avez dans le verre. Donc là, vous avez une dose vinote. Si vous remplissez vos verres, ce sera encore plus compliqué de voir ses doigts. Donc ça aussi, ça dépend de la quantité de vin toujours, mais ça permet le fait de se baser en fait pour évaluer l'intensité en fonction de la manière dont on arrive à distinguer ses doigts, c'est quand même un bon référentiel. Alors, la couleur, on est plutôt sur une note grenat, donc on a déjà quelques notes d'évolution, hein, d'oxydation sur cette robe. En termes de nez, donc pas de défaut. L'intensité, alors on va faire comme toujours, hein, j'enchaîne les deux étapes chez le premier nez. Vous avez déjà quelques arômes que vous percevez, puis le deuxième nez. Et moi après je suis la fiche, hein, comme toujours. Impression, donc pas de défaut. Intensité, alors c'est un nez qui est d'abord discret, hein, il a besoin de s'oxygéner. Discret aromatique. Et là, clairement, alors en termes d'arômes, par rapport au précédent, c'est vrai qu'on a vraiment tout de suite le fruit noir qui saute au nez. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bois ou les épices dans un premier temps, c'est vraiment le cocktail de fruits noirs. C'est très fruité. Quelques notes aussi de prune, de mûre, de cassis, de liqueur de cassis. C'est très plaisant. Et c'est vraiment à l'oxygénation qu'on va voir quelques notes poivrées. C'est surprenant. Après, on est sur le second vin aussi, qui est beaucoup plus, on va dire, taillé sur le fruit que le premier vin du domaine. Mais c'est vraiment ces notes de fruits noirs qui vont dominer. Ce qui est intéressant, alors, genre, vous allez me dire, j'aurais peut-être dû vous le dire au début de la série des vinotes, je ne sais pas si certains d'entre vous le font, c'est de servir toutes les vinotes d'un coup. Alors, le problème, c'est comme on passe pas mal de temps après sur les vinotes, le vin a quand même largement le temps de respirer, mais le fait de toutes les sentir, ou sentir les fonds de verre par exemple, vous prenez 6 verres différents pour déguster les 6 vinotes, et vous sentez tous les fonds de verre une fois que vous avez dégusté. Ou bien, si vous voulez, hein, vous mettez un petit fond de vinote, et puis vous les sentez l'un après l'autre. C'est bien parce que dans cette approche, on est complètement de manière comparative. Déjà, quand vous dégustez les vinotes les unes à la suite des autres, on va dire qu'il y a quand même une approche comparative, puisqu'on a encore complètement en mémoire le vin qu'on vient de déguster. En plus, vous avez rempli votre fiche, donc vous vous souvenez aussi de ce que vous avez pensé du vin. Mais le fait de le faire vraiment de manière différente, de comparer les verres, c'est un super exercice pédagogique. Donc vous pouvez le faire avec le précédent et le suivant, parce que vous verrez que le suivant aussi, on sera sur un profil qui est un peu à des années-lumière. Alors, en termes de bouche, on va voir ce que ça donne en suivant donc les différentes sous-étapes, un sucre, alcool, acidité, tanin, arôme de bouche et finale.
Voilà, je vais me dire oui, il y a du tanin. Alors, en termes de sucre, c'est sec. L'alcool est moyen, c'est-à-dire qu'on n'a pas un alcool dominant qui va me brûler la bouche. L'alcool est là juste pour équilibrer l'acidité que je qualifierais de fraîche, hein, par rapport au terme qui est sur votre fiche. Donc c'est pas une acidité dominante, elle est là juste pour apporter un petit peu de fraîcheur et un peu de vivacité en attaque. L'alcool est moyen et vient envelopper cette acidité. Et les tanins sont bien présents, sont charpentés. Là encore, on a les tanins durs. Alors, il y a du Cabernet Sauvignon. Hein. Les Cabernet Sauvignon, c'est quand même des bonnes structures tanniques en général, surtout sur ce type de vin. Donc, on va sentir les tanins sur toute la bouche, voire jusque sur les gencives. Et les tanins sont gras. Toujours hein, cette notion d'analyse des tanins que vous pouvez analyser suivant plusieurs axes. Ça, au passage, ça, c'est pas de moi. Hein. L'analyse d'axe des tanins, c'est Max Léglise. Hein. Je précise, même si je l'utilise énormément et que je trouve que c'est une approche qu'on utilise peut-être pas assez pour qualifier les tanins, c'est Max Léglise qui à la base a parlé de cette approche. Donc les tanins qu'on peut qualifier suivant leur intensité, donc soit ils sont doux, soit ils sont durs. Donc là c'est plutôt dur, par exemple, ça fait presque saigner les dents entre guillemets. Et puis qu'on peut qualifier aussi en fonction de leur persistance. Alors là, on n'est plus sur la persistance des arômes, c'est la persistance des tanins. Soit ils partent très vite, ils sont fins, soit ils restent longtemps, ils sont gras. Et là, c'est assez gras aussi, hein, on a un petit peu de mal à les rincer. Alors, en arôme de bouche, là c'est vrai, alors j'ai d'abord un peu de fruits, mais je retrouve aussi plus d'épices en arôme de bouche que ce que j'avais au nez. Au nez, j'étais franchement sur mon cocktail de fruits noirs, très plaisant aussi, il faut le dire. Mais là, en bouche, j'ai plus les notes épicées, des notes de cannelle, de clous de girofle qui vont ressortir. C'est elle aussi que je vais qualifier dans la mesure de la persistance aromatique, où là aussi je serai sur un vin qui est plutôt long en bouche. Alors là, en termes de qualité de vin, alors ça j'avais dégusté avec un groupe de dégustateurs, il y en a beaucoup qui le qualifiaient d'excellent. Alors certes, c'est un vin qui a un bel équilibre, un beau potentiel de garde. Ceci dit, au moment où on le déguste, il n'est pas encore à son apogée. Et un vin peut évoluer et ensuite passer à son apogée. Logiquement, il peut passer à son apogée, je refais ma phrase. Il peut arriver à son apogée, et en arrivant à son apogée, on peut percevoir un meilleur équilibre, et donc un vin qui était fameux peut devenir excellent. Donc si pour vous il vous paraît excellent, moi je vous dirais déjà plutôt fameux, parce que le vin a quand même besoin de vieillir. Il a besoin d'assouplir ses tanins pour avoir un petit peu plus justement de tanins fondus, plus de souplesse en dégustation. Un beau vin, ceci dit.